Comment gérer la pression sociale et familiale quand on organise un mariage? Comment empêcher l'obligation de ruiner le plus beau jour de sa vie? Quelle thérapie choisir pour gérer la pression d'une telle organisation? Comment se préparer à son mariage avec une prise de poids continue? C'est entre autres à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour à tous, comme toujours, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Désalignés. Et comme toujours, je commence par vous remercier de votre fidélité et de vos retours suite à l'écoute de mes dernières histoires. Je suis tellement contente que le podcast vous aide à réfléchir, à vous questionner et à vous mettre en mouvement. J'ai découvert cette semaine qu'en dehors de la France, vous m'écoutez depuis la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, mais aussi la Russie. Je suis vraiment curieuse de savoir qui vous êtes, n'hésitez pas à venir me parler via les réseaux sociaux. Je profite d'ailleurs pour vous dire que j'ai créé un compte Instagram dédié au podcast. Il s'agit de désaligné.podcast. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Le lien est dans la description de l'épisode. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé d'amour et de la rencontre qui a totalement bouleversé ma vie après des années de vide sentimental et de manque affectif. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, je vous conseille vivement de le faire parce que l'épisode du jour est l'enchaînement direct. Écouter l'épisode numéro 12 vous permettra de mieux comprendre et de savourer celui-ci. On est donc toujours sur la même thématique et je vais vous raconter la suite des événements avec la concrétisation de cet amour à travers l'organisation d'un mariage aligné. Cet épisode, tel que je l'ai imaginé au début, allait parler de colère et de gestion de la peur à travers l'expérimentation d'une thérapie énergétique très puissante qui a eu un effet assez positif sur moi. Mais en réfléchissant à la cause de la colère et de la peur, j'ai directement identifié la thématique du mariage qui finalement va être le sujet principal de cet épisode. J'arrête le suspense et que les festivités commencent. Si vous suivez Désalignés dès le début, vous avez déjà une idée sur l'environnement familial et sociétal dans lequel j'ai baigné durant mon enfance. J'ai déjà évoqué l'absence de relations sentimentales saines autour de moi, le fait que mes proches ou connaissances n'ont pas l'habitude d'exprimer leurs sentiments ou de parler ouvertement d'amour et que les mariages autour de moi n'étaient pas forcément des mariages heureux. Même si j'ai vécu dans un cadre où on ne croyait pas en l'amour avec un grand A, une part de moi n'a jamais cessé de penser qu'un jour j'arriverai à faire les choses autrement. Beaucoup de personnes me trouvaient naïve et moi je les trouvais tellement bornée, étroit d'esprit et pas assez rêveur. Le mariage dans les sociétés arabo-musulmanes, au-delà de la simple symbolique de l'union entre deux personnes, prend beaucoup de dimensions plus qu'aberrantes à mon goût. Comme l'islam interdit le concubinage, le mariage est pour certaines personnes une alternative pour vivre sous le même toit et éviter toutes sortes de problèmes. En Tunisie, un couple non marié risque de la prison s'il s'avère que les deux personnes vivent ensemble sans contrat de mariage. Il faut noter aussi que le mariage en islam constitue la moitié de la foi. Beaucoup de personnes s'empressent donc d'accomplir leurs devoirs religieux
même étant jeunes et avec une personne qu'ils connaissent peu, car la priorité numéro 1 est la religion et non l'amour. Le mariage peut être aussi une obligation familiale pour répondre à certaines contraintes imposées par les parents. On perd ainsi la liberté du timing et du choix du partenaire. L'essentiel, c'est de faire plaisir aux parents. D'autant plus que pour les jeunes femmes, plus on tarde à se marier, plus c'est mal vu. Dans le 2e épisode de Désalignés, j'ai d'ailleurs parlé de la notion de vieille fille, le statut que toute jeune femme doit éviter. Beaucoup finissent par se marier car l'heure a sonné et que le timing devient juste pour avoir des enfants. À quoi bon penser à un mariage d'amour? Le plus important, c'est d'accomplir son devoir religieux et de se reproduire dans la foulée. Le dernier point qui me gênait fortement, c'est que le mariage peut être considéré comme la solution pour pouvoir avoir des relations sexuelles libres, comme l'islam interdit ces dernières en dehors du mariage. Je connais quelques couples qui ne se sont mariés que religieusement, sans organiser une grande cérémonie, rien que pour ça, et accessoirement pour vivre ensemble. Bien sûr, je ne généralise pas, car heureusement que beaucoup de couples s'unissent en étant libres, amoureux, avec comme but premier de fructifier leur amour selon leur propre timing et conditions. Cela dit, pour beaucoup, les croyances font que l'absence de liberté de choix n'est même pas discutée et remise en cause. Il y a quelques années, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de débats et d'échanges parfois explosifs avec des personnes qui fonçaient droit dans un mur en optant pour des chemins de vie sentimentaux complètement désalignés. Ces personnes-là étaient tellement aveuglées par leurs croyances qu'elles ne pouvaient même pas m'écouter. Ce qui se passe plus tard, c'est que le mariage finit par s'effondrer car il n'est pas construit sur des bases saines. J'ai d'ailleurs beaucoup d'amis divorcés ou qui vivent des mariages chaotiques et qui sont dans la même tranche d'âge que moi, c'est-à-dire entre 35 et 40 ans. Je vous avoue que c'est très difficile pour moi de concevoir que des personnes de ma génération vivent sous les mêmes contraintes que nos parents et aussi nos grands-parents. Dans l'épisode du jour, on est fin 2018. Un dimanche matin, je me réveille après une nuit compliquée à souffrir d'endométriose. J'arrive dans le salon, je trouve des viennoiseries et une petite boîte en bois avec un petit cœur rouge qui bouge. C'est d'ailleurs cette petite boîte-là qui fait partie du setup du Désaligné. Je l'ouvre et je découvre avec beaucoup de surprise la question « Veux-tu m'épouser ?» Si on m'avait dit qu'un jour je répondrais à cette question en étant mal réveillée et en pyjama, je ne l'aurais jamais cru. D'ailleurs, je ne me suis jamais projetée en visualisant une demande en mariage. Mais celle que me faisait mon amoureux était juste parfaite et totalement alignée à la simplicité de notre couple et à l'évolution de notre amour. Le mariage est un sujet dont on a parlé assez rapidement. J'étais assez transparente par rapport au fait que ça comptait beaucoup pour moi. J'aime beaucoup la symbolique de l'union, de l'engagement envers quelqu'un, de se dire oui pour la vie, la notion pour le meilleur et pour le pire. J'étais aussi fan de l'idée de porter le nom de quelqu'un. Il y a quelque chose d'assez traditionnel qui m'a toujours attirée au-delà du contrat qu'on signe. Cette demande de mariage est donc venue 1 an et demi après notre rencontre. Certains la jugeaient très rapide, mais la vie des autres sur le timing était le cadet de nos soucis. Elle coïncidait néanmoins avec une période où j'étais très malade, où notre couple subissait l'endométriose à 2 et un corps qui allait de plus en plus mal et qui se métamorphosait de jour en jour. Mais je me disais que ce mariage, c'était l'occasion pour moi de vivre la maladie autrement, en me consacrant à autre chose, en préparant le plus beau jour de ma vie. Mais j'ignorais ce jour-là combien organiser ce mariage allait être un vrai challenge qui allait m'inviter à rompre une fois pour toutes avec mes croyances, à confronter aussi pour la première fois ma famille et à dépasser de très grandes peurs. On a convenu qu'on allait organiser un mariage à notre image, dans la joie et dans la simplicité. Mais on était conscients tous les deux que ça allait être compliqué niveau famille. Au début, on s'est carrément dit qu'on allait le faire en très petit comité car je savais que ça allait être compliqué pour ma mère de venir. À cette époque-là, mon père était toujours contre ma relation et j'avais totalement rompu
tout lien avec lui. La date du mariage était fixée au 21 juin 2019. Je voulais que cette date signifie quelque chose. Le 21 juin, on fête la musique, mais c'est aussi le solstice d'été, qui correspond au jour le plus lent où le soleil est à sa plus grande hauteur dans le ciel. J'avais donc 6 mois pour organiser mon mariage dans des conditions physiques et émotionnelles totalement chaotiques. Mais j'étais prête à relever le défi. J'ai quelques souvenirs d'organisation de mariage quand j'étais en Tunisie et ce n'est pas forcément des souvenirs agréables. Les couples étaient souvent en stress, totalement pris par l'aspect obligation. Je dois inviter un tel pour faire plaisir à mon père, je dois choisir telle robe car les gens aiment les strass et les paillettes, ma belle famille exige 4 cérémonies au lieu de 2, je dois donc m'y plier et ainsi de suite. Beaucoup de personnes me disent qu'elles veulent effacer ce jour de leur mémoire tellement il leur rappelle des souvenirs déplaisants. Et ils ont dû s'effacer face aux exigences de la famille et belle famille alors que cette journée était la leur. J'avais donc là une bonne panoplie d'exemples que je ne voulais pas suivre. Pour la première fois de ma vie, j'étais confrontée au challenge d'effectuer une action très importante d'une manière alignée, en s'opposant à ma famille et à ce qui se faisait dans ma culture. D'ailleurs, je suis la seule et l'unique personne de ma famille à organiser un mariage de cette manière et je me disais que j'avais de la chance de pouvoir le faire en France, ce qui m'évitait d'être confrontée à beaucoup de débats superflus qui allaient certainement me faire passer à côté de la beauté du moment. Le premier chantier à attaquer était celui de ma robe de mariée. Et quel chantier! Au bout d'un seul et unique essayage, j'ai trouvé la perle, même si l'essayage n'était pas agréable à vivre parce que je n'ai jamais imaginé me marier en étant obèse et très mal dans mon corps. Beaucoup de robes qui me plaisaient n'étaient même pas envisageables, vu ma morphologie à l'époque, et encore une fois, j'essayais toujours de repenser à l'acte même sacré du mariage, au-delà d'être dans une robe de rêve. À la fin de l'essayage, il y avait un point qui me stressait, c'est que j'étais sûre que dans 6 mois, j'allais encore prendre du poids et j'étais gênée d'en parler à la vendeuse. Ma robe allait être cousue sur mesure et la vendeuse m'a dit qu'on pouvait la faire avec la plus grande taille, c'est-à-dire un 46-48. Et quelques jours avant le mariage, l'atelier de confection était prêt à faire les finitions nécessaires pour qu'elle soit à ma taille. Psychologiquement, la taille 46-48 était dure à accepter, mais je devais m'y faire. Je n'ai pas montré ma robe à ma famille parce que j'étais sûre de leur réaction. Elle est trop simple, trop discrète, pourquoi ça ne brille pas, mais on se marie qu'une seule fois, et ainsi de suite. J'ai oublié de dire un peu plus tôt que le mariage en Tunisie était une bonne occasion de se montrer, à commencer par la robe. Montrer ses possessions aux gens, à la belle famille, en organisant le plus grand des mariages. Il faut que tout soit grandiose, même si on n'a pas les moyens. Beaucoup s'endettent ou demandent des prêts pour organiser leur mariage et je trouve ça complètement fou. 2 mois plus tard, ma robe est prête. Je dois faire un nouvel essayage et ça coïncide avec une période où ma mère vient me voir à Paris. C'était donc l'occasion pour qu'elle vienne à mon essayage et qu'on vive un beau moment mère-fille. À cause de mon obésité, la robe devait s'essayer avec une gaine pour qu'on puisse convenablement prendre les mesures et ma mère devait m'aider à enfiler cette dernière. C'est la première fois qu'elle voit mon corps nu en étant obèse. Il y avait une sorte de dégoût sur son visage et elle m'a posé la question qui tue et que je n'oublierai jamais. Est-ce que tu laisses ton futur mari voir ton corps ? C'était un peu sa manière indirecte de dire que je devais cacher mon corps. Et c'est le seul détail que ma mémoire a gardé de cet essayage. Une fois le chantier de la robe clôturé, il fallait qu'on se mette d'accord sur ce qu'on allait faire, mis à part la cérémonie à la mairie, et fixer surtout la liste finale des invités. On avait décidé d'opter pour un déjeuner avec nos proches et de sortir danser le soir sans prise de tête sur une péniche. Arrive après le moment délicat de penser aux invités. Et comme toute ma famille était en Tunisie et que c'était compliqué pour une bonne majorité de venir en France, on savait que la liste allait être vraiment petite. Mais ce qui avait à valider, c'était la présence ou non de mon père qui n'était toujours pas au courant. J'étais
catégorique. Je ne voulais pas de lui, je ne pouvais pas faire semblant. Je n'imaginais pas aller outre mes convictions profondes, lui qui était contre cet amour fou que j'étais en train de vivre, pour obéir à la voix des convictions qui disait qu'un mariage ne pouvait pas se faire sans papa. Rien que le fait de faire semblant et d'imaginer qu'il sera sur les photos du plus beau jour de ma vie me donnait envie de vomir et de tout annuler. Oui, je pense que j'étais prête à tout annuler pour ne pas prendre le risque de faire ce geste tellement inconcevable selon moi. Toute ma famille ne comprenait pas mon entêtement et essayait de me faire peur et de me dissuader par tous les moyens, mais j'ai décidé de faire face à tout le monde. Émotionnellement, c'était ingérable car ma conviction de faire le bon choix pour moi et pour mon couple était forte, mais j'étais là en train de faire quelque chose de totalement nouveau, celui d'assumer ce choix haut et fort pour un événement qui n'a lieu qu'une seule fois dans sa vie. J'étais sûre que je n'allais pas le regretter, mais il me fallait de l'aide. Au mois de février, je commence une thérapie brève, la plus puissante qui soit, et vu le timing, elle devait faire ses preuves pour que je puisse vivre le plus beau jour de ma vie dans la plus grande sérénité. Je découvre donc le EFT, une thérapie de libération émotionnelle qui consiste à tapoter des points sur le visage, le haut du corps, les mains, en pensant à des événements qui nous bouleversent et aux émotions négatives qui y sont liées. Durant les séances, je faisais des retours dans le passé en visualisant des épisodes de mon enfance qui faisaient remonter des émotions négatives, parfois insoutenables, et je travaillais en même temps sur ce que je traversais par rapport à ma famille et à l'organisation du mariage. La peur et la colère étaient les deux émotions les plus présentes. Et je savais que je n'allais pas pouvoir profiter de mon mariage et aussi entamer un vrai processus de guérison sans explorer des ombres aussi inconfortables. Le timing n'était peut-être pas le bon, mais je n'avais pas trop le choix. J'étais déjà lancée et j'avais besoin qu'on m'aide. J'étais accompagnée par une thérapeute remarquable qui m'a transmis toutes les clés pour pratiquer le EFT chez moi, à chaque fois que je fais face à une situation qui fait monter crescendo ma colère, mais aussi ma peur. Les rangs de EFT, qui sont les stimulations des différents points, accompagnés de la verbalisation des ressentis physiques et émotionnels, m'aidaient à directement mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais, au lieu de les laisser stagner à l'intérieur de moi, comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis mon jeune âge. À la fin des séances, j'ouvrais les yeux, je baignais dans mes larmes et j'avais parfois envie de vomir. Je dormais mal quand je rentrais chez moi et je faisais beaucoup de cauchemars. C'était aussi une période où beaucoup de souvenirs sont remontés d'un coup et je n'en revenais pas que certaines choses se soient complètement effacées de ma mémoire. Cependant, quand l'orage passait et que les émotions retombaient, je vivais une sorte de délivrance que je sentais dans ma tête mais aussi dans tout mon corps. Pour la première fois de ma vie, j'apprenais enfin à ne plus rester bloquée, inerte quand quelque chose de négatif arrivait et j'arrêtais de le ressasser encore et encore. C'est ainsi que très rapidement, la pression que je vivais de la part de mes proches ne m'atteignait plus et je me sentais armée pour assumer mes choix sans la peur qu'on me dissuade de quoi que ce soit. Ce qui était aussi inattendu, c'est que j'ai atteint tellement rapidement un niveau de paix corporelle que j'ai aussi décidé de me défaire de la pilule que je prenais pour arrêter l'endométriose. Une des raisons qui m'ont poussée à le faire, c'est que je continuais à prendre du poids et je me disais qu'émotionnellement, c'est moins dur de gérer des crises d'endométriose qu'une pilule qui prend le contrôle de mon corps et de mes émotions. À ma grande surprise, alors que j'étais en train de vivre un vrai chamboulement émotionnel, les cycles sont revenus et se faisaient sans crise d'endométriose. Ma famille a fini par respecter mon choix par rapport à l'absence de mon père à mon mariage. Cependant, cela voulait dire que ma mère ne pouvait pas y être non plus. La seule condition pour qu'elle y soit, c'était d'opter pour la solution la plus radicale qui soit, c'est-à-dire faire ce qu'elle devait faire depuis bien trop longtemps, le quitter, partir de la maison. Mon mariage aligné, le fait que je tienne à mes convictions, était donc le moteur qui a donné enfin l'élan à ma mère pour prendre sa liberté après autant d'années de souffrance.
En mars 2019, elle quitte donc la maison et entame une procédure de divorce. C'était totalement improbable et j'étais tellement fière d'elle, même si je savais que mon père allait très mal le prendre et avoir la plus violente des réactions. Mais je ne devais pas m'en soucier. Nous sommes donc à 3 mois du mariage. Je vis sans pilule, dans un corps à moitié libéré. J'ai ma robe taille 48, on a fixé la liste des invités, une vingtaine entre famille et amis, et ma maman allait assister au plus beau jour de ma vie. Je décide donc de m'offrir une dernière petite escapade tunisienne en tant que célibataire et j'en profite pour effectuer mes derniers préparatifs de mariage sur place. Quelle bêtise c'était! Mon enthousiasme était tellement à son comble que j'ai oublié qu'être physiquement en Tunisie n'était pas une si bonne idée que ça, parce que tout le monde sur place me redonnait son avis très conventionnel sur mes choix par rapport à mon mariage. Mais heureusement que l'EFT était là. À chaque fois que j'avais une montée d'émotion, j'allais m'enfermer dans la salle de bain pour faire une rente d'EFT et la crise passait assez facilement. Je bénis depuis la rencontre avec cette thérapeute et la découverte de cette technique si puissante que je continue d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. J'ai oublié aussi que le fait d'être physiquement près de ma mère me confrontait à son regard, à ses remarques et ça aussi, c'était un vrai exercice. Dans l'épisode Soigner son rapport à la nourriture, j'ai déjà évoqué le fait que je ne correspondais pas du tout au modèle féminin par défaut pour ma mère. Et pendant la période de l'avant-mariage, elle m'a clairement montré cela. Pour elle, se marier faisait de moi une femme, je n'étais plus une petite fille comme elle disait. Je devais donc me mettre plus en valeur, mettre des chaussures à talons, me maquiller, me teindre les cheveux, être plus visible et artificielle. Je concevais les choses d'une autre manière. Je trouvais absurde le fait de penser que le statut de femme mariée faisait que je devais changer de style. Je voulais continuer à mettre des baskets, des vêtements confortables avant tout. C'était un vrai sujet de friction, surtout qu'elle ne mesurait pas combien mon obésité me fatiguait, que j'avais du mal à porter mon corps, que depuis qu'il est hors de contrôle, je privilégie plus le pratique sur le beau. Et mon but est de minimiser mes souffrances physiques, pas d'être belle ou désirable à travers des vêtements que je n'aimais pas et qui n'étaient pas confortables. Ma mère n'a jamais voulu comprendre ça. Je me rappelle que pendant ce séjour, elle voulait m'obliger à acheter des sandales de 9 cm de hauteur que j'étais totalement incapable de mettre. J'avais tellement de gras dans le ventre que je ne pouvais même pas me baisser pour fermer ces fichues sandales. Mes cousines m'accompagnaient dans ce calvaire et m'aidaient à les fermer. J'ai des images intactes de ça. On était entre les larmes et les fous rires. Une fois debout, j'ai du mal à marcher et à trouver mon équilibre et je lui dis « Maman, hors de question que je mette ça, elles me font mal, je vais tomber, ça va pas être possible ». Elle me répondait « Je m'en fous de la douleur, l'essentiel c'est que tu puisses paraître plus grande. » C'est vrai qu'elle avait le chic de me rappeler combien mes 1,53 m étaient insuffisants pour que je paraisse élancée. Et encore une fois, ma mémoire a décidé de retenir cet essayage de sandales douloureuses. En même temps, comment oublier ça? Afin d'immortaliser le plus beau jour de notre vie, on s'est offert avec mon futur conjoint les services d'une photographe de mariage qui avait un style qui me plaisait beaucoup. Un style coloré, joyeux et avec des confettis. À un mois du mariage, on a organisé ce qu'on appelle une séance engagement, pendant laquelle on a fait sa rencontre et on a préparé le jour J avec un shooting sans pression dans des endroits et tenues qui nous plaisaient. On a choisi de faire ça à la campagne dans le village natal de monsieur. Et j'ai passé un moment magnifique hors du temps où pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de poser devant un objectif. Il pleuvait ce jour-là, donc on profitait de quelques minutes d'accalmie par-ci par-là pour aller courir dans les champs de colza
comme deux amoureux qui croquent la vie à pleines dents. Si vous êtes sur YouTube, vous avez quelques photos du shooting. On était très loin de l'atmosphère asphyxiante et stressante du mariage et cette séance engagement a été suivie de quelques semaines où j'étais presque 100% sereine, pendant lesquelles j'ai attendu avec beaucoup d'impatience le moment où j'allais enfin dire oui à l'homme de ma vie. Le 21 juin 2019 arrive. C'était encore un jour hors du temps où j'oublie totalement tous les problèmes. Surtout que je me mariais dans un corps avec lequel je n'étais pas en phase, mais mon corps ce jour-là a bizarrement décidé d'aller bien. J'ai pu enfiler ma robe sans souci, ce qui me stressait tellement, et mon amoureux m'a découvert avec des yeux pleins d'étoiles et d'amour. Ça contrastait tellement avec le regard que je portais moi-même sur mon propre corps. On a marché à pied jusqu'à la mairie, et les gens croisés dans la rue nous félicitaient et faisaient des you-you, c'était trop marrant. Sur le parvis de la mairie, je retrouve mes proches et ma famille venue de Tunisie découvre ma belle famille pour la première fois. C'était assez atypique et non conventionnel comme première rencontre et ça m'amusait beaucoup. Une fois à l'intérieur, l'adjointe au maire qui nous marie commence son discours en me disant que j'étais trop belle et ça me touche tellement. Moi qui me sentais tellement pas bien dans mon corps. Arrive après le moment de se dire oui, je suis en larmes et je sors un petit oui. Elle me dit qu'elle n'a pas entendu, j'en sors un plus grand qui amuse toute la salle. Plus tard, au moment d'enfiler les alliances, grosse panique car mes doigts étaient tellement gonflés que ma bague ne rentre pas. Heureusement qu'avec ma cousine, qui était ma témoin, on avait prévu de l'huile d'amande pour y remédier. Encore un détail qui amuse la salle et qui nous ressemblait tellement. On sort de la mairie, on nous jette des confettis et on prend de très belles photos de ce moment. On enchaîne ensuite avec le repas qui se passe à merveille et on passe l'après-midi avec la photographe à déambuler dans Paris. C'était la fête de la musique, donc partout où on allait, il y avait des concerts. J'ai tellement dansé ce jour-là, moi qui adore ça, dans le jardin du Palais Royal, dans le métro, sur le canal Saint-Martin. C'était magique car j'étais connectée au présent, pleinement en train de vivre ma journée, notre journée. Le soir, on retrouve nos amis pour continuer à danser. C'était tellement simple, tellement joyeux, sans chichi, sans artifice. Je m'endors avec tellement de fierté cette nuit-là. J'ai tenu à organiser un mariage qui me ressemble et je l'ai fait jusqu'au bout. La période qui allait suivre n'était pas très rose parce que 4 mois plus tard, je passais par la case chirurgie de l'endométriose et 1 an plus tard, j'allais apprendre que j'étais atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Cependant, je savais au fond de moi que j'avais l'amour nécessaire pour tout affronter. J'ignorais aussi qu'assumer un mariage mixte allait me donner l'élan de faire d'autres choix non conventionnels, des choix qui obéissent aux désirs du cœur et non aux croyances. À partir du moment où on brave un premier interdit, réel ou fictif, on a la capacité d'en braver d'autres et tout devient envisageable. Plus de marche arrière possible quand il s'agit de faire des choix alignés pour soi, surtout si le corps parle et qu'il le fait très fort. J'ai très hâte de vous partager la suite des événements. Ça m'a fait plaisir de vous partager l'épisode du jour, même si je le finis très émue en larmes. Comme d'habitude, je compte sur vous pour venir échanger avec moi. Je compte aussi sur vous pour noter le podcast sur Apple Podcast ou encore Spotify. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt!